Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bonjour à tous. Alors, ça va être à la fois l'occasion de parler un peu d'André Téchiné, ce qui est une façon d'être dans l'actualité, puisque à plus de 82 ans, à plus de 80 ans, pardon, André Téchiné tourne encore des films, mais aussi une façon de sortir de l'actualité, puisqu'on va essayer de tracer une perspective dans son œuvre et qui a commencé. À la fin des années 60, avec son premier film, c'était Paulina s'en va en 69. Donc on a quand même une carrière qui traverse des décennies et des décennies de cinéma français, presque 50 ans, si je me trompe pas. Un demi-siècle de cinéma français. Donc on est à la fois dans l'actualité et dans l'historique aussi, hein, de toute façon. Alors, André Téchiné, c'est une grande figure du cinéma français qui a commencé assez jeune en tant que critique dans la revue Les Cahiers du cinéma, qui est passé à la réalisation assez rapidement, je dirais, dans le sillage des aînés de la nouvelle vague et de la post-nouvelle vague, comme ça, un peu en queue de comète de ce qu'avait pu être le renouvellement générationnel du cinéma français à la fin des années 50. 10 ans plus tard, Téchiné commence comme petit frère, voilà, de ces grands aînés de la nouvelle vague qui ont pu être Truffaut, Rivette, Chabrol, etc. Mais aussi Eustache, Garel, voilà, toutes ces figures qui avaient considérablement renouvelé le cinéma français, mais avec une familiarité plus proche avec une autre famille, sous-famille de ce cinéma français un peu alternatif, un peu qui n'était pas l'industrie en quelque sorte. C'était un compagnon de route aussi de la famille Diagonale, qui est une sorte de groupe un peu moins connu, soudé autour du producteur-réalisateur Paul Vecchiali, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et qui, avec des figures frondeuses, avait une sensibilité peut-être différente à celle de la nouvelle vague. Une espèce de famille soudée peut-être sur d'autres traits sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Dans la filmographie de Téchiné, qui commence avec Paulina s'en va en 69, qui démarre vraiment, enfin qui prend avec Souvenirs d'enfance en 75, il y aura Barocco, il y aura Hôtel des Amériques, Rendez-vous, etc. Ma saison préférée. Il y a plein de grands films de Téchiné qui ont comme ça sillonné un peu les années. Il y a plusieurs traits qu'on peut signaler comme constitutifs un petit peu de cette œuvre. Déjà, l'ancrage très fréquent dans sa région natale, qui est celle du sud-ouest, sud-ouest de la France, où il se situe, dans le décor duquel il situe bon nombre de ses films. Il y a aussi une fibre romanesque évidente, une attention de la part de Téchiné pour le récit romanesque, qui vient en grande partie de la littérature française. On parlait de l'ancrage provincial, mais il y a aussi ce grand récit qui est aussi fréquent chez Téchiné, qui est celui de la montée à Paris, qu'il a raconté dans J'embrasse pas, dans Rendez-vous, etc., dans pas mal de films. Les orages de la passion, ça c'est quelque chose qui est aussi très fort et très... à quoi il a prêté attention dans un moment aussi du cinéma français, on va dire, une espèce de virage des années 80-90, où tout à coup les auteurs étaient très attentifs aux aventures du corps, des corps, de l'attraction des corps, des énergies et des pulsions comme ça qui pouvaient mobiliser, secouer, saisir les corps. Et Téchiné en a été un des artisans en quelque sorte. Il a beaucoup dépeint les orages passionnels, l'espèce de bouleversement que ça peut provoquer dans un destin, une vie, etc. Il a été un des grands observateurs de ça, avec une sensibilité, il faut le signaler, souvent homo-érotique. Voilà, une forme de fluidité comme ça dans les relations qu'il dépeint. Et aussi un goût, une attention très forte pour révéler
des jeunes acteurs. Et il y a eu notamment Bulogier dans Paulina s'en va, il y a eu Juliette Binoche dans Rendez-vous, Johan Libero avec Les Égarés. Enfin, voilà, il a une attention, un regard porté sur les jeunes corps, voilà, des figures qui arrivent comme ça dans le cinéma français et dont il fait souvent le pari de la primeur, de la fraîcheur comme ça, et qu'il aime à observer et que souvent il révèle dans ses films. Bon, il a eu comme ça des acteurs fétiches. On pense à Catherine Deneuve qui a joué dans 5 ou 6 de ses films, j'ai plus le compte exact, mais elle a vraiment habité comme ça son cinéma jusqu'à même très récemment avec le lieu du crime, qui était un de ses derniers films. Et puis Téchiné a aussi, on pourra y revenir de toute façon, une appétence pour ce qu'on peut appeler le fait divers. Voilà, le fait divers. C'est pas forcément des histoires criminelles ou séries noires, etc., qu'on peut attacher aux faits divers, mais c'est souvent des cas insolites, voilà, tout ce qui peut se rattacher à cette rubrique, qui révèle par un angle quotidien, ordinaire, comme ça, certains visages de la société française. Il aime bien, par le truchement du fait divers, à saisir des traits d'époque et à nous parler de notre société à travers cela. Donc ça dresse un paysage, un paysage du cinéma de Téchiné. J'en passe par là parce que j'ai pas tellement... j'essaie de ne pas déflorer un peu la teneur de ce film-là, qui repose sur pas mal de surprises et sur une sorte de tension latente, donc ce serait dommage de la déflorer. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'ici, on est dans la veine sud-ouest du cinéma de Téchiné, et on est dans la construction d'une sorte de relation passionnelle, fusionnelle, insolite. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. On parlera du titre qui fait référence à un autre chef-d'œuvre du cinéma, j'en parlerai plus tard. Et vous allez voir ici aussi la tension renouvelée de Téchiné pour les jeunes acteurs, et puis la fibre romanesque qui s'exprime à travers tout le film. Donc voilà, j'espère avoir planté les bons repères. Je vous propose que nous regardions le film ensemble, et puis pour tous ceux qui le souhaitent, à la fin de la séance, on reprend, on discute, on revient sur le film, on livre une lecture, une analyse, etc. Et puis on pourra bien sûr échanger. Voilà, je vous souhaite un bon film, et puis à tout à l'heure. Bien, c'était Les âmes sœurs d'André Téchiné, qu'on a découvert cet après-midi. Un film, comme je vous le disais, qui s'inscrit dans une certaine tradition, on voit bien laquelle, tradition romanesque du cinéma français, où il s'agit de raconter une passion en tant qu'elle est, non pas une passion comme les autres, mais en tant qu'elle est insolite, irréductible et unique en son genre, et même assez sulfureuse par bien des aspects. Une première chose qui peut sembler, un point que je précise, c'est que pour qui se plonge un peu dans l'histoire du cinéma, le titre du film n'est pas sans évoquer un chef-d'œuvre qui partageait le même sujet, à savoir l'inceste entre un frère et une sœur. C'était un film suisse des années 70 qui s'appelait L'âme sœur de Freddy Murer, qui est un film absolument magnifique, mais qui se passe dans les alpages, dans les hauteurs, au sein d'une famille nucléaire, hein, le père, la mère et les 2 enfants, une jeune fille adolescente et un garçon. Le tout dans les cycles de la nature, des pâturages, d'un temps comme ça cyclique et chronométré par une horloge bien précise, et où l'irruption de l'inceste entre le frère et la sœur marquait une forme de révolte, voilà, incandescente contre l'ordre familial, etc., et brisait complètement ce carcan.
Voilà, donc quand on considère les deux titres, l'âme sœur, les âmes sœurs, et un sujet commun, on ne peut pas ne pas se dire qu'il y a une sorte, sinon d'allusion ou d'hommage ou que sais-je, entre les deux qui est quand même assez frappante. Alors ici, l'inceste, c'est tout autre chose. Il ne s'agit pas il n'est pas du tout traité sous l'angle du scandale ou du côté sensationnel qui pourrait y avoir, ou alors extrêmement dramatique qui pourrait s'attacher à ce sujet-là. C'est autre chose ici, c'est une drôle de non-concordance des temps, en quelque sorte. Tout est lié à une sorte de désynchronisation entre les différents personnages, le vécu, le passé et le présent, des temps qui se mélangent et qui n'arrivent pas à s'accorder. Et ce qui est assez intéressant avec le film de Téchiné, c'est qu'on y reviendra de toute façon, mais c'est que l'inceste est quelque chose... c'est assez original, la tournure du récit, puisque c'est quelque chose qui a déjà été vécu et qui, au moment où il se profile, ne compte presque plus parce que, quelque part, c'est déjà un interdit qui a été franchi. Et ça n'est plus une problématique au moment où il se dessine dans le récit. C'est ça qui est assez original et qui va permettre de croiser les parcours de ces deux personnages, qui sont fusionnels, le frère et la sœur, Jeanne et David, et de dessiner comme des arabesques leur parcours qui finissent comme ça par diverger. Alors, bon, Téchiné prend pour point de départ, en effet, un fait d'actualité, c'est-à-dire le retrait des troupes françaises du Mali. Ça, c'est assez fréquent chez lui. L'idée de... Alors, je parlais de faits divers au début. Oui, il s'inspire des fois des faits divers. En tout cas, il y a une façon d'aller chercher comme ça, dans l'actualité, dans des faits d'actualité, une inscription. Parce que souvent, c'est une façon pour lui, pas tellement de surfer sur des modes ou sur des sujets qui seraient dans l'air du temps, mais de marquer le moment où se passe le récit. C'est une forme d'ancrage historique. Et l'histoire, elle peut être très contemporaine. Donc c'est ce qui se passe en effet à l'heure actuelle. On a tous lu ça dans les journaux ou vu ça aux actualités. Donc c'est une façon d'inscrire le récit à un moment précis, à un moment de l'histoire contemporaine. Il a traité des sujets historiques. Il a fait des films historiques, des films en costume. Il y a eu récemment Nos années folles, qui se passait dans les années 20. Il y a eu Les Sœurs Brontë. Il y a eu même Les Égarés, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a tourné des sujets d'histoire. Mais quand ça se passe de nos jours, c'en est pas moins pour lui l'histoire aussi. Et souvent, il faut comme ça dater, marquer, trouver une empreinte pour relier comme ça au monde contemporain. Et donc c'est un point de départ ici, c'est vraiment un postulat. On quitte très vite le Mali, mais on a des premières images comme ça qui sont très de texture documentaire. Bon, c'est de la fiction, bien sûr, mais on a l'impression que c'est filmé presque avec un caméscope, quelque chose des images un peu amateurs, ce qui est assez frappant au début du film, puis ensuite on retombe dans un régime de fiction avec une patine un peu plus marquée, mais au début il y a une forte impression documentaire. On comprendra pourquoi, puisque ces images reviendront plus tard dans le récit. Elles seront une sorte même de déclencheur, puisqu'un brigadier camarade du soldat David Faber reviendra apporter ces images-là à sa sœur. Mais je dirais ce qui est vraiment la cheville ouvrière, le pivot, l'axe principal du film, c'est l'amnésie. L'amnésie du personnage principal, David, qui a sauté avec son tank avec son camion sur une mine antipersonnelle, et qui perd la mémoire complètement, qui se retrouve même grand brûlé. Il a le torse comme ça, tout à fait abîmé. Il est à l'hôpital des Invalides. Et le premier élément du récit, c'est la perte de mémoire, l'amnésie, qui peut être... C'est vraiment c'est un élément de fiction qui a été beaucoup
utilisé. C'est même parfois un ressort facile, on pourrait dire, l'amnésie, une tarte à la crème. Voilà, un personnage amnésique, etc. Il y en a eu tellement. Et c'est souvent utilisé voilà, comme un artifice de fiction. Et ici, ce qui me semble particulièrement marquant, notamment au début du film, c'est que Téchiné n'en fait pas du tout un effet de manche. Il prend ça très au sérieux. Et il va montrer ce que c'est que le parcours médical du personnage. Et encore une fois, dans un régime très descriptif, hein, où on va suivre toutes les étapes de sa... Comment on appelle ça, par réhabilitation, mais... voilà, enfin, de toutes les étapes médicales qui se suivent les unes après les autres, où on a ici affaire à un personnage qui traverse grosso modo une sorte de seconde naissance. Hein. Il renaît une deuxième fois, il apprend toutes les étapes cognitives nécessaires, et Téchiné, très sérieusement, avec une forme de conséquence, enfin, il est très conséquent avec lui-même, va suivre un petit peu toutes ces étapes pour installer le personnage comme une sorte de page blanche, en quelque sorte, hein, une forme de naissance, se nourrir, le langage, marcher, etc. Petit à petit, vraiment, il y a un truc presque d'accouchement. On a un personnage qui est au milieu de sa vie, bon, qui est encore jeune, je dis au milieu de sa vie, il a la vingtaine, etc. Il a déjà... c'est-à-dire c'est un personnage qui naît adulte. Voilà, hein, c'est une espèce de particularité d'insolite à partir duquel Téchiné travaille souvent ses récits. Alors qu'est-ce que c'est qu'un personnage qui naît adulte, que cette page blanche comme ça, par quoi ça se traduit? Évidemment, c'est un personnage qui va débarquer dans une situation qui le précède, un lieu qui le précède, des histoires comme ça qui le précèdent et qu'il ne connaît pas, dont il ne maîtrise pas les règles. Et tout va être une sorte à la fois d'apprentissage et en même temps de rejet, hein, du passif, de tout ce qui est constitué, inscrit, de tout ce qui est de tout ce qui traînait derrière lui, en quelque sorte. Il va y avoir une façon à la fois de s'en emparer et de le rejeter. Mais ce qui est intéressant, ça va être, bien sûr, la rencontre avec la sœur, la relation qui naît petit à petit, mais d'abord, le lieu. Alors, je parlais du sud-ouest, ça c'est la région, enfin, l'Occitanie, quoi, c'est la région natale de Téchiné. Il aime beaucoup inscrire ses récits dans ce lieu, dans ce décor. On sent qu'il y a une sensualité très nette à filmer ces lieux, hein, qu'il est intéressé par la conformation de ces lieux, le lac, la demeure, le domaine, la forêt, etc. Une forme de sensualité à suivre les courbes d'une rivière, à se promener sur les rives du lac. Il y a une vraie appétence, un vrai goût comme ça pour ces lieux. Et ce serait pas, je dirais, une approche de carte postale, avec des régionalismes. Non, il prend plutôt une saison hivernale, automne-hiver, comme ça, et il en filme aussi une forme d'âpreté et tout. Mais il va confronter, c'est ça qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'il va confronter l'amnésie de son personnage, j'ai cette façon de naître adulte, à une petite ville, un hameau, un bourg, je ne sais pas comment on peut dire, qui est presque encrouté dans ses histoires. Et c'est un lieu où les histoires sont presque figées à force de stagner. C'est un lieu où il y a des fantômes. Alors, c'est pas des fantômes du fantastique ou du surnaturel, mais c'est les fantômes du passé. Il y a plein d'histoires qui traînent, qui rôdent. La mère qui s'est installée là, le restaurant qui n'a pas marché, le propriétaire du domaine qui est joué par André Marcon, qui s'appelle Marcel, qui lui aussi, on sent qu'il y a une forme de passif, un désespoir comme ça qui règne sur les lieux, les petites histoires de la ville, etc. Enfin voilà, il y a toutes ces histoires qui traînent, qui rôdent, qui forment comme le contre-champ de l'amnésie. Hein, c'est
C'est une histoire qui ne veut pas passer, alors que l'amnésie a fait table rase. Voilà, on a comme ça la confrontation d'un personnage amnésique avec des lieux qui ne cessent de raconter quelque chose, qui ne cessent de faire refluer les vieilles histoires, qui est un peu pris comme ça dans une gangue d'histoires dont des fois on voudrait bien se passer. Alors là, il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est évidemment la relation avec la sœur qui est au cœur du film. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnages ? Qu'est-ce qui se produit ? Alors d'abord, des retrouvailles, c'est assez évident, des retrouvailles, une prise en charge, une façon de cohabiter. On se retrouve à habiter ensemble et à devoir gérer les troubles, le manque, par quoi se traduit cette amnésie et puis les blessures du personnage. Donc le personnage de Jeanne Faber, qui est joué par Noémie Merlan. Encore une fois, je disais, ces jeunes acteurs chez Téchiné, c'est très important. C'est quelque chose qu'il aime filmer là aussi. Sur quoi il fonde beaucoup de ses films, c'est la révélation d'un jeune acteur. Alors bon, là, ces acteurs qui ont déjà de l'expérience derrière eux. Hein. Benjamin Voisin qui joue David, on l'avait vu dans Illusion perdue de Xavier Giannoli, voilà, on l'avait peut-être vu. Et puis Noémie Merlan, on l'a vu dans plein de choses, Portrait de la jeune fille en feu, etc. Enfin, elle a joué vraiment dans énormément de films. Mais c'est quand même, malgré tout, ils ont peut-être quelques années d'actorat derrière eux, mais ce sont quand même des corps assez frais dans la fiction française. Et Téchiné aime bien les faire passer par chez lui pour amener cette vigueur, cette énergie de la jeunesse, quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Donc il va s'intéresser à cette relation entre frères et sœurs, dont on sent très vite qu'elle est reconfigurée par l'amnésie. Elle est reconfigurée, elle n'est plus exactement une relation entre frères et sœurs, elle est autre chose. C'est-à-dire que le corps amnésique, le sujet amnésique, ne se souvient pas qu'il est frère, n'a pas l'expérience frère ancrée en lui, puisque la fraternité est une histoire, une sédimentation d'expériences qui ont été balayées par l'amnésie. Donc il n'est plus exactement frère. Donc qu'est-ce qu'il est, parce que cette histoire, elle existe toujours, elle est toujours sédimentée chez la sœur. Donc c'est de cette zone d'ambiguïté, de trouble, que le film va s'emparer, qu'il va creuser, se saisir, scène après scène, avec les soins qui sont aussi ambivalents, parce qu'on voit qu'il y a une forme de désir aussi qui est latent dans le fait de passer la pommade, de dormir dans le même lit, de fonctionner presque comme un couple. C'est vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Et petit à petit, il devient... le sujet se dessine, mais Téchiné le traite comme une décoction lente. Ça apparaît pas tout de suite que ça va être un film sur l'inceste. Et d'ailleurs, est-ce vraiment un film sur l'inceste ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le sujet principal ? Pas exactement. C'est un motif qui est contenu au cœur du film, mais qui ne va être révélé que très lentement, et comme un motif du passé. Comme ce passé dont on aimerait bien se débarrasser, ce passé pesant, lourd, quelque chose qui ne concerne pas seulement le frère et la sœur, mais peut-être aussi le personnage de Marcel, qui lui aussi, comme ça, voudrait rompre les amarres en quelque sorte. Il y a toute une scène où on le voit comme ça, aussi, c'est un personnage, il se travestit, et David l'empêche de se noyer, il avance comme ça dans le lac. Il y a cette scène-là qui est assez forte. Voilà, donc ça reconfigure la relation, et le film, étape par étape, au contact de cette nature, de cette forêt qui est presque originaire, qui est la forêt peut-être des pulsions, de l'inconscient, de quelque chose qu'on voudrait cacher, retenir, etc. Il y a comme ça une sorte de compte à rebours, moins un compte à rebours qui engage une idée de suspense, c'est pas tellement un suspense ici, mais on va dire un sursis. Il y a un sursis dans cette maison, un double sursis. Le premier sursis, c'est que la propriété va être vendue. Donc, les personnages savent qu'ils n'habiteront pas toujours ici. Mais ils ont quand même encore un peu de temps. Et puis, il y a un deuxième sursis qui est le fait que David récupère quand même, petit à petit,
la mémoire, et que cette zone franche que les deux personnages habitent, cette parenthèse dont ils peuvent bénéficier pour recommencer leur relation, elle va forcément arriver à un terme très vite, puisque, on le voit dans le film, c'est le moment où ça déborde, la limite est franchie, l'inceste reparaît, et là, Jeanne est obligée de dire à son frère ce qu'il s'est passé, ce qui s'est déjà produit entre eux, et quelque part, ça met presque un coup d'arrêt à leur vie commune. Voilà, donc c'est toute cette progression-là, c'est toute cette relation flottante entre les deux personnages, les lignes de fuite sur lesquelles ils sont pris aussi, parce que il y a plusieurs régimes dans le film. On a parlé d'un régime un peu documentaire au début. Je l'élargis, je dirais, à tout ce qui est frémissant dans le film. Il y a un régime frémissant, souvent une caméra assez fébrile, assez heurtée, comme ça, qui a envie d'être près des personnages, qu'on sent mobile, animée, vibrante. Et puis, il y a un régime plus posé, plus narratif, on va dire, plus formel, avec, par exemple, les grandes virées en moto entre David et Jeanne qui filent à travers le paysage, etc. Voilà, on oscille un petit peu entre ces deux pôles, comme il va y avoir aussi une nécessaire confrontation, une oscillation, une tension entre la tentation de vivre en autonomie, le frère et la sœur fusionnels, comment est-ce qu'on peut vivre hors du monde dans une espèce d'utopie que serait cette vie à deux, et puis la communauté qui est là malgré tout, le village, les autres qu'il faut bien intégrer dans l'équation, c'est-à-dire les autres, c'est le monde, quoi. Voilà, comment retomber dans la société qui est toujours là. Alors il y a le personnage de la mairesse, jouée par Audrey Dana, puis il y a tous les petits personnages, les personnages secondaires qui peuplent comme ça le village avec ses enjeux et tout, et aussi les souvenirs qu'il ramène pour compléter le tableau. Donc on a comme ça un film qui est très souple, très élastique, qui oscille entre plusieurs registres, qui, à chaque scène, entretient un peu le feu du romanesque, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire faire bouger les enjeux entre ces quelques personnages. Il y a un nombre assez réduit de personnages principaux, je dirais 3, 4, si on étend au personnage de Rachel, la mairesse, mais disons surtout les 3 en sursis dans ce domaine, qui va bientôt être vendu, et les comptes seront soldés. Mais voilà, donc relancer le romanesque à chaque scène, c'est évidemment faire bouger cette relation, la révéler couche par couche. Là, tout le rapport au passé est évidemment important, parce qu'il reflue par vagues successives, hein, ça revient petit à petit. Et puis, ce motif enfoui, le refoulé en quelque sorte, hein, de l'inceste qui finit par surgir, mais qui n'est pas exactement un événement, parce que c'est induit de plein de façons par Téchiné. Je parlais du soin, mais il y a aussi plein d'autres choses. Par exemple, lors de la scène de l'anniversaire de David, qui a passé déjà 1 an dans le village, il y a une petite amie qui est l'adjointe, pas l'adjointe au maire, mais qui est une assistante à la mairie, qui visiblement lui fait des avances qu'il refuse, qu'il rejette pour danser ivre sous la neige. Mais voilà, il y a une façon comme ça de toujours relancer les dés, de toujours reconfigurer les enjeux, qui rend le film assez surprenant finalement. C'est-à-dire que d'une scène à l'autre, on ne sait pas exactement là où il se dirige, et tout l'enjeu est de tracer des trajectoires, d'inventer une espèce de relation originale, comme on a dit encore une fois, une sorte de table rase de la relation entre un frère et une sœur, et d'aller jusqu'à cette conclusion ouverte, parce que quelque part le film n'est pas très définitif, hein. La fin est assez large, où frère et sœur se retrouvent dans la mer, encore une fois avec cette caméra très précaire qui semble chavirer sur elle-même, et on ne sait pas très bien ce qui va advenir, où on en est. On a quand même, semble-t-il, atteint un stade de pacification, mais encore une fois, la fin rebat les cartes. Et voilà, pour moi, le film est quand même manifestement le représentant d'un
romanesque français qui est passionné par ce genre de nœud, de nœud entre des personnages, de destin à dénouer, d'opposition entre la subjectivité et le monde extérieur, qui le rend à la fois, on le reconnaît, il y a une façon, on peut l'identifier à toute une histoire. Ça peut résonner avec les films de Truffaut, avec des modèles possibles. On remonte à Renoir, on remonte très loin à Grémillon dans le cinéma français. Il y a toute une lignée comme ça qui pourrait mener jusqu'au film de Téchiné. Et puis en même temps, l'idée on disait de coller à l'actualité, de trouver des nouveaux cas comme ça, d'inventer des relations, c'est aussi ce qui fait un peu la spécificité de ce film. Mais voilà, j'ai l'impression que je parle depuis très très longtemps. N'hésitez pas, oui, allez-y. Je t'amène le micro. Bien sûr. Oui, on a oublié de parler d'un personnage qui est important quand même dans le film, c'est le chien. D'autant plus qu'il est le symbole de la fidélité. Et qu'on a l'impression que malgré l'amnésie, le frère garde une fidélité à cet amour qu'il a eu pour sa sœur. Alors effectivement, c'est intéressant que lui ne se souvienne pas. Et il y a une espèce de déséquilibre parce que la sœur se souvient. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le personnage de Marcel, les âmes sœurs, qui lui, en fait, joue... il est les deux. Et on retrouve le couple du frère et de la sœur dans ce personnage. Voilà, je sais pas si... Enfin, il y a plein de choses à dire. Et il y a une scène qui est très belle et qui pour moi est importante parce que quand on a connu un peu, je pense que d'autres que moi dans cette salle ont connu ce que c'est que de vivre dans un petit village où effectivement il y a toute l'histoire les histoires intimes, on les connaît plus ou moins. D'ailleurs, il y a un film récemment qui a été fait avec Bully Lanners, je crois, qu'on a vu ensemble. Enfin bon, bref, ça c'est une parenthèse. Qui se passe en Irlande. Oui, il a perdu aussi la mémoire. Ouais. Et où effectivement, par exemple, la mairesse, elle détient, en plus elle est médecin, si j'ai bien compris, et elle détient beaucoup de choses, elle sait beaucoup de choses. Et il y a une scène qui est magnifique, c'est quand elle trouve une petite maison, et que de fait, la sœur va vivre avec le frère. Et elle lui dit, mais c'est émouvant, parce qu'elle lui dit, mais je lui ai fait les soins, il est guéri physiquement. Il n'a plus besoin de moi. Mais on a l'impression que pour le village, c'est presque évident, le village, elle représente le village, qu'ils vivent ensemble. Et alors, ensuite, la scène de la fête aussi, de l'anniversaire, il lui dit quand même clairement à son ancienne amoureuse qu'il est amoureux d'une autre femme. Donc voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais je trouve que le chien... en plus, je crois que Noémie Merlan, si je me souviens bien, elle adore les chiens, elle en a un. Alors, je ne sais pas si c'est le sien qui joue dans ce film ou si c'est dans l'autre, le précédent qu'on a vu ensemble. Non, pas Linos. Enfin bref, donc je ne sais pas si c'est le sien, mais en tout cas... c'est un personnage qui est vraiment important et elle a presque elle a un rapport absolument incroyable à son chien qu'on peut retrouver dans le rapport à son frère finalement. Elle lui est très, très attachée, très intime. Merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai que la présence du chien, elle fait le lien comme ça entre tous les personnages quasiment. Et puis c'est l'animal, il est muet, il ne parle pas, c'est une sorte de regard presque aussi, celui qui est posé sur tout ce petit monde. Et puis tout le film est tendu entre l'avant et l'après. Et c'est une question d'identité aussi pour David. Qui est-ce que j'étais avant ? Il a presque envie de s'en débarrasser, de ne plus savoir. Et il le dit, le monde militaire veut le mettre de côté. Il est surpris de retrouver un goût pour la moto, etc. Et il y a un moment très beau aussi, c'est, je trouve, quand à la fin de c'est quasiment la fin du traitement aux Invalides, à l'hôpital des Invalides, où on lui tend un miroir, et puis l'infirmière lui dit voilà, c'est vous. Voilà. Et Téchiné cadre sur l'image dans le miroir.
Et ça a l'air de rien, c'est très simple, mais qui sait moi, voilà. Et à mesure que David va apprendre des faits de son passé, ces faits lui sembleront toujours étonnants, bizarres, curieux, presque ne cadrant pas complètement avec lui-même. Son moi d'avant est un inconnu, en quelque sorte. Et voilà, l'identité n'est pas évidente, elle se reconstruit pièce par pièce, et c'est ça qui est assez beau dans le film. Je disais que l'amnésie, c'est souvent une tarte à la crème dans le cinéma, c'est un artifice d'écriture, etc. Mais là, elle est vraiment investie. Et pour rebondir sur la façon dont chaque scène invente de manière très simple, comme ça, il y a des idées de situation assez folles. Moi, je repense à la scène de la grotte où David, c'est quand même assez tordu. Je veux dire, il construit un lit, quoi. C'est presque. Oui, c'est assez. C'est le lit. Alors vraiment, c'est presque le lit en dehors du monde, en dehors de la maison, dans cet espace préhistorique qu'est la grotte. En plus, on voit les peintures pariétales à un moment au musée. Je veux dire, presque revenir à un stade préhistorique d'avant l'interdit, quoi. Parce que l'interdit est social, hein, l'interdit est dicté par les lois de la vie en société. Mais et voilà, ça a l'air très simple, mais quand on y pense, à chacune des scènes, il y a une espèce d'idée vertigineuse, comme ça, parfois, qui apparaît et qui est... ça pourrait être ridicule, ce lit comme ça, posé dans la grotte. On pourrait se dire, t'es chiné, tu exagères. Et il arrive quand même à l'inscrire dans le dessin principal. Donc le film est quand même très surprenant. Et puis, alors, pour rebondir encore une fois sur le chien, c'est vrai qu'il traverse tout le film. Et puis, il y a le parcours du personnage de Jeanne qui, à la fin, fait la formation de maître chien, je sais pas comment, de sauveteuse, cynophile, avec son chien. Donc il y a encore une fois, est-ce que c'est un substitut au couple impossible? Est-ce que ce chien, il est avec elle, il est à ses côtés sur la plage aussi. Il y a cette image où on la voit en maillot de bain, assise sur la plage, regardant vers l'horizon, et le chien à côté, qui est un peu la place de l'amoureux impossible, quoi, en quelque sorte. Hein. Ouais, tout à fait. Il est mis dehors, à la niche, quoi, en quelque sorte. Hein. Il retourne dans la maison le soir, enfin, quand c'est l'hiver, il se met à faire froid. Il revient dans la maison, et à partir de là, il y a une bascule qui nous entraîne vers le retour de l'inceste. C'est marrant parce que le chien rejoint le tableau familial, un truc se reconstitue, et c'est à ce moment, c'est ce soir-là, hein, où il se met à neiger, etc., que ça va basculer. Ah oui. Attends, oui. Je parlais de la fin, où ils se retrouvent tous les deux sur la plage, puisque vous faites référence à la scène où elle est assise dans le sable avec le chien à ses côtés. Mais à partir du moment où le frère revient, dans vraiment les dernières scènes, Flambeau a disparu. Donc effectivement, il a pris la place peut-être du frère, mais le frère a repris sa place. Voilà. C'est assez ouvert, hein, donc c'est ouvert à l'interprétation. Le récit est constitué d'ellipses, hein, c'est-à-dire que les ellipses, c'est que des sautes en fait d'un moment à l'autre. On a un récit qui se déploie sur plus d'un an et qui est feuilleté comme ça de scènes assez courtes, séparées par des ellipses. Il n'y a que des trous en fait. Hein. C'est un récit en pointillé. Donc, il laisse plein d'espaces vides, plein de moments indistincts comme ça qui sont laissés à la libre discrétion du spectateur et à son interprétation. Hein, on s'infiltre dans le film par ce qui manque, par ce qui sépare les scènes et les trous entre les scènes en quelque sorte. Hein, ça avance vraiment en pointillé. C'est une forme de récit presque impressionniste.
hein, par petites touches comme ça, avec des moments très concrets, c'est vrai, mais qui avancent voilà, par un feuilleté de scène assez ciselé. Ouais, moi, je trouve que c'est un film assez stabilisant, en fait, dans le sens où, sur la question du désir, en fait. Parce qu'on a tout le début qui est vraiment intéressant, comme tu disais, sur ce corps qui doit se reconstruire, en fait, puisqu'il est dans le coma, etc. Et donc retrouver la possibilité de se déplacer, etc. Mais aussi de retrouver une place dans le monde et aussi de désirer, forcément, parce que c'est quand même quelque chose d'important chez Téchiné, il me semble. Et en fait, ce qui me surprend dans ce film, c'est que pour la question de l'inceste, je sais pas, moi j'ai l'impression de l'avoir vu venir d'assez loin, et bon, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a vraiment surpris, c'est que ça désamorce tout, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le film devient la question de comment renoncer en fait au désir, quoi, quelque part, parce que on n'a pas du tout la question de lui, ce qui pourrait justement se reconstruire aussi jusqu'à pouvoir désirer quelqu'un d'autre que sa sœur peut-être, mais le film ne parle pas de ça en fait, il parle que du fait de renormaliser une relation frère-sœur, ce que je trouve assez finalement à titre personnel, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. D'accord. Bon, désolé, j'ai réagi un peu à chaud comme ça, mais voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends. Il n'y a pas de. Disons que cette normalisation, elle n'est pas possible non plus. C'est-à-dire que ça échoue. Les personnages n'en veulent pas en plus. Hein, à la fin, on ne sait pas quand même. Ouais. Oui, il y a la scène de la plage. Pour toi, à la fin, ça veut dire que c'est pas possible, c'est ça, Pour moi, il y a un sentiment de précarité à la fin, le point de vue qui avec les vagues est très flottant, ça, qui est chancelant comme ça, qui induit une forme d'inquiétude quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais débarrassés de cette question. En même temps, ils sont piégés dans ce passé qui n'arrête pas de se reproduire, en fait, de renaître. Hein, parce que toute l'histoire du film, avec le soldat qui revient à la maison, c'est que cet amour renaît une deuxième fois. Et que mettre ces deux personnages en présence, même en ayant gommé la mémoire de l'un, eh bien c'est quand même ça qui va se reproduire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas y échapper. Il y a une forme de piège. Et un piège qui serait presque mythologique, quoi. Enfin, c'est-à-dire qui engage des figures mythologiques à travers le frère et la sœur. Parce que, les histoires d'inceste, elles sont mythologiques, elles renvoient à la mythologie grecque, au théâtre antique, etc., aux grandes figures, je sais pas, sans en remonter à Oreste, Électre, etc., enfin tous ces grands personnages, mais il y a se joue là-dedans quelque chose qui est à la fois la racine du tabou, l'interdit familial, et qui est ce mélange d'effroi dans le sang, dans l'arbre familial, dans cette racine-là, une pulsion à la fois de vie et de mort entremêlée, qui est totalement l'objet du théâtre classique, du théâtre grec, qui a travaillé. Je ne dis pas que le film se mesure comme ça à ces illustres exemples, mais on sent quand même qu'il caresse à travers ces deux personnages, qui sont des personnages d'aujourd'hui, hein, tout à fait concrets, et travaillés comme tels, mais il les abstrait un peu de cette condition-là, de cette condition temporelle, séculaire, pour dessiner presque à travers eux des figures, des questions mythologiques. Le film n'est pas parfait, et c'est bien que je pense qu'il y ait je peux répondre je peux faire mienne aussi des critiques concernant le film, et on peut, je veux dire, je trouve que c'est un film intéressant dans l'œuvre de Téchiné, mais qui n'est pas non plus un accomplissement total, parce que pour moi, là où se dessine une limite du film, à mon sens, c'est qu'on nous demande de croire à un inceste auquel on n'assiste pas. C'est-à-dire que, en fait, cette question n'est pas traitée par le film. C'est un motif qui appartient au passé et qui est rejeté presque dans l'inconscient du récit. Il aurait fallu, peut-être, pour que ce soit
plus fort, mais c'est plus compliqué aussi à filmer, que quelque chose de cette relation renaisse vraiment. Hein, et bon, mais ça impliquait peut-être d'écrire des scènes vraiment très sulfureuses ou voilà, ou de dépasser aussi certains interdits de représentation. Je ne sais pas, mais il manque peut-être. C'est une question, hein, quelque chose de cet inceste. Oui, je crois qu'il y a sinon, je vous amène le micro. Sinon, il aurait fallu avoir recours à un flashback, mais ça aurait été un peu grossier peut-être. Peut-être, mais peut-être que ça manque aussi, hein, et que le passé aurait mérité d'avoir peut-être une place. Justement, si on est dans du romanesque, on peut avoir un récit comme ça qui rebondit sur plusieurs époques. Oui, je voulais juste faire une petite remarque, parce que c'est dit dans le film qu'en fait, ils n'ont pas du tout le même père. Donc c'est encore une autre situation. Ouais. C'est la mère, hein, qui leur a donné le nom. Faber, alors comment est-ce qu'on peut non, mais ils ont pas du nom. Non, dans le film, il est dit qu'ils n'ont pas le même père, tous les deux. Oui. Donc c'est encore une autre nuance. Ouais. Oui, c'est un demi-inceste, c'est ça le truc. Pas vraiment. Le film n'est pas aussi sulfureux qu'on voudrait. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que tous les deux se réfèrent plus particulièrement à la mère. C'est elle qu'ils ont en commun, c'est avec elle qu'ils ont vécu, c'est elle qui a voulu, qui a travaillé dans le domaine, etc. Et qui est un peu la figure absente, quoi. Le père, non, on ne sait pas. Il y a pas de, c'est un non-dit, quoi. Le film ne nous éclaire pas beaucoup là-dessus. Rapidement, l'inceste, on le sait, puisque quand il rentre dans la maison, elle lui dit « La salle de bain, tu te souviens ?» Bon, on le sait, quoi. On le sait déjà. Mais sauf qu'on est bloqué, et il faut qu'on soit au bord de l'acte 2 pour qu'on accepte le réel. Oui, et il y a tout un moment même où je dirais, dans tout ce passage assez long où le frère et la sœur se réinstallent ensemble, commencent à vivre ensemble, même le frère ramène des sortes de petites manies militaires où il faut que tout soit en l'ordre, réparé, etc. Il y a tout un moment où on se dit, est-ce que ça ne serait pas possible qu'un amour renaisse si lui est complètement différent, si sa personnalité a été effacée. Est-ce que c'est encore un inceste ? Est-ce qu'il est toujours identique à lui-même ? Ou est-ce que ce n'est pas une autre personne, finalement, qui pourrait relancer quelque chose de cet amour-là ? Il y a aussi... il y a quand même une multitude de questions dans le film qui me semblent assez intéressantes. Mais oui, bien sûr, c'est... Oui. Attendez, parce que c'est enregistré. Est-ce qu'il a vraiment conscience, on lui dit, mais est-ce qu'il a vraiment conscience que c'est sa sœur aussi ? Parce que moi sur l'amnésie, le film est à la fois documentaire et pas, évidemment, hein, c'est une fiction, mais justement sur le côté documentaire de l'amnésie après un coma prolongé ou un accident grave, je ne sais pas du tout, je me posais la question tout au long du film, qu'est-ce qu'on récupère de sa mémoire, comment on la récupère, parce qu'à la fois il sait tout de suite refaire de la moto et en même temps il ne reconnaît pas un fusil. Alors on pourrait comprendre que c'est parce qu'il veut oublier ce qui s'est passé au Mali, mais là-dessus, moi j'étais un peu gênée parce que comme je me disais, je me suis dit allez, c'est une romance, c'est un film, c'est une fiction, te pose pas de questions, laisse-toi embarquer dans le truc. Mais c'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce qu'il a vraiment conscience que c'est sa sœur ? Elle a conscience que c'est son frère évidemment. En même temps, peut-être qu'elle prend pas assez de précautions pour pas relancer, permettre à nouveau cette relation. Parce qu'à la limite, c'est elle qui a les clés de la relation, puisqu'elle n'a pas perdu la mémoire. Et je trouve que son personnage, il est ambigu quand même. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, elle est la seule à savoir finalement. Et à la fois, elle fuit à nouveau cette relation, et en même temps, elle n'est pas claire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que peut-être que le cœur du film, c'est dans l'espace qu'ils essayent de se recréer un peu à deux. Et cet espace est condamné.
Enfin, c'est-à-dire qu'on parlait de sursis tout à l'heure. Hein. Ils savent que ça ne va pas durer. Mais je crois qu'elle l'aime aussi profondément et que, je ne sais pas si elle est ambiguë, mais en tout cas, elle a une attirance qui est toujours là, hein, même dans les soins qu'elle lui prodigue. Alors, elle essaie de résister. Bien sûr, elle oppose une résistance, mais il y a quand même une... Ouais, et il y a des passages comme ça assez frappants. Elle lui passe de la crème, comme ça, sur le torse. Puis il dit « Ah tiens, j'ai des réactions ». Bon, on comprend que... Il a un début d'érection sans doute, mais sous le caleçon, etc. Mais ouais, il y a quand même de l'explicite qui arrive, qui surgit à certains moments. Mais il y a sans doute, enfin, il y a une dimension. Alors on parlait de mythologie tout à l'heure, mais il y a de psychanalytique aussi. Hein. Enfin voilà, je pense que Téchiné est assez féru de ça aussi et qu'il manie des motifs freudiens, quoi. Ça, c'est disséminé un peu partout dans le film, mais c'est très présent aussi. Oui. Et elle répond « Je ne veux pas savoir ». C'est quand même très frappant. Il lui parle d'une érection, elle dit « Je ne veux pas savoir ». Ben voilà. Ouais, oui, il y a le secret derrière la porte, quoi. Qu'est-ce qui veut l'ouvrir, qu'est-ce qui veut la refermer. C'est un pas de deux, quoi. C'est très fluctuant. Est-ce qu'il y a encore des remarques ? Ou simplement, si vous avez aimé ce film, pas aimé, est-ce que ça vous a intéressé ? Si vous connaissiez peut-être Téchiné aussi, hein, parce que c'est une longue carrière, il a une trentaine, voire même plus. Combien de films ? Je faudrait vérifier, mais il a facilement une trentaine de films, trentaine de longs métrages. Il tourne, il y a 50 ans de carrière, et ces derniers temps, enfin au moins depuis le début des années 2000, il en est à quasiment un film par an. Donc c'est quand même un cinéaste prolixe, hein, qui a traité beaucoup de choses, qui s'est emparé, comme on l'a dit, de faits divers, qui a filmé la France sous bien des aspects, les régions, Paris, l'histoire du XXe siècle, le XIXe siècle aussi. Enfin voilà, il a une palette quand même très large, avec toujours les mêmes motifs qui reviennent et qui sont qu'on a un peu déclinés comme ça en discutant. Ah oui, pardon. Parce que je trouve c'est quand même intéressant, c'est que il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres membres de la famille qui puissent s'occuper de ce frère, de David. Et donc, on pourrait aussi imaginer qu'elle n'a pas d'autre choix que de s'occuper de lui, de l'aider à reprendre vie. Et bon, je ne sais pas si la culpabilité est beaucoup traitée chez Téchiné. Oui, donc on pourrait imaginer qu'il y a aussi... est-ce qu'elle a le choix de ne pas s'occuper de lui alors qu'elle a la mémoire de leur histoire, quoi. Parce que la façon de se protéger, enfin de les protéger, c'était de ne pas le prendre en charge. Ouais, c'est tout un paysage psychologique, hein, et il y a une approche psychologique et qui est pas non plus verrouillée. Enfin voilà, il y a plein de suppositions possibles, plein d'hypothèses. Et le film est assez, est assez rapide. Enfin, ça dure pas plus de 2 heures, c'est un peu plus d'1 heure et demie. Il y a aussi une rapidité d'exécution qui est assez appréciable. En peu de temps, le film est assez évocateur finalement. Hein. Il y a oui. Je crois que c'est. Alors attendez, on va vous donner le micro. Je vais vous donner le micro, s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi. Merci. Même la fin, je ne l'ai pas trouvée si cucu que ça, parce que je trouve qu'elle passe dans les vagues, et passe sous les vagues, et on a l'impression qu'ils vont se retrouver, justement. Ils s'éloignent, ils se rejoignent. On sent que ce n'est pas réglé. Pour moi, ce n'est pas réglé. Ouais, c'est pas réglé. Oui, je crois aussi. Enfin, c'est pour ça que c'est si long, d'ailleurs, comme image, que ça dure longtemps dans les vagues. Je pense que ce n'est pas réglé du tout. Ouais. Je crois aussi, il y a un sentiment plutôt incertain, et puis ils finissent pas dans le même cadre. Hein. Ils finissent pas dans le même cadre. Ça va être difficile, je pense.
on a l'impression même qu'il s'éloigne. Donc bon. Alors attendez. Moi, j'ai trouvé le film extrêmement démonstratif, enfin très comme ça. Ouais. Et oui, extrêmement démonstratif. Et j'ai pas ressenti d'émotion en fait dans ce film. Ça m'a paru bon. Ouais. C'était téléguidé depuis le début. L'histoire de l'inceste, tout ça. Qu'il s'était passé quelque chose de grave dans le passé. Enfin, ils le disent. J'aime mieux les films un peu plus ambigus parce que là, franchement, pour moi, c'était trop. C'est pour ça que trop lisible peut-être. Trop démonstratif au sens voilà. Après c'est mon. Ouais, je comprends. Je comprends parce qu'il en fait pas un mystère ou un suspense ou. C'est juste quelle voie ils vont réussir à se tracer par rapport à ça. Et c'est vrai que ça aurait pu être un peu, je dirais, plus sous l'angle du mystère, du secret, du soupçon, etc. Ouais. Mais ça aurait été un film complètement différent. Et je pense ce qui l'intéresse plutôt, c'est de raconter cette histoire. Alors oui, il y a un côté linéaire, mais essayer de suivre, d'accompagner les personnages dans cette zone de turbulence, quoi. Et bon, c'est plus, en fait, c'est un truc qui revient depuis très longtemps chez lui. C'est le côté, la radiographie d'une passion, quoi. Quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça redescend. Enfin, il y a un côté comme ça, au sismographe, de tâter de quoi est faite, de quels événements est faite une passion. Donc c'est vrai que voilà, c'est un certain type de romanesque qui peut peut-être sembler moins riche que ne l'aurait été un autre type de fiction. C'est vrai. Mathieu, peut-être on va annoncer la séance prochaine, peut-être. Mais bien sûr, avec plaisir. On n'a pas tout à fait calé pour l'instant, puisque c'est le mois de juin, je crois que c'est le dimanche 4 juin. Normalement le 4, voilà, et si tout va bien, on pourra présenter War Pony, en fait. Voilà, alors, War Pony, c'est un premier film d'un duo de réalisatrices. Alors, elles sont pour la première fois réalisatrices. L'une était comédienne, elle s'appelle Riley Keough, et l'autre était productrice, elle s'appelle Gina Gamel. Elles sont américaines, et c'est un premier film qu'elles tournent à 4 mains dans une réserve indienne, la réserve de Pine Ridge, où vivent les tribus Lakota, des Indiens Lakota, enfin des autochtones, on va pas dire les Indiens parce que le terme est aujourd'hui reconsidéré, mais c'est un film en immersion dans cette réserve et qui observe plusieurs parcours croisés de jeunes habitants de cette réserve dans des conditions de vie extrêmement dégradées, parce que dans les réserves indiennes, il y a des problèmes de chômage, des problèmes de trafic de drogue, etc. Et le film va quand même observer comment certains essayent de s'émanciper, essayent de s'en sortir, etc. Et il y a un portrait à la fois brut, très réaliste, très fort de ces existences. Et pour un cinéma américain qui ne se penche pas tant que ça, finalement, sur ces populations-là, avec, je ne dirais pas une fibre ethnographique, ce serait un peu exagéré, mais voilà, l'idée quand même d'être en immersion et d'être parmi ces personnages, de s'y tenir, et un vrai regard très fort et une construction, encore vous allez le voir, qui est par moments vraiment bouleversante. Donc je vous invite à venir voir War Pony, parce que je crois, c'est un des films les plus forts du cinéma américain cette année. Il faut savoir que le film n'a pas pu sortir aux États-Unis, hein, il sort en France avant même d'être sorti aux États-Unis, parce que les deux réalisatrices n'étant pas d'origine indienne, il est accusé d'appropriation culturelle, comme on le fait souvent là-bas maintenant, parce que bien sûr, on ne peut pas parler des autres, hein, ça devient interdit, chacun devient propriétaire de sa propre image, et il devient interdit de parler de l'autre dans le cinéma américain. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment un film très fort et très vibrant. Donc si ça vous dit, venez voir War Pony le 4 juin, et on en discutera toujours avec cet échange à la fin. Eh ben, ça promet. Merci Mathieu. Merci à vous et merci pour vos questions.